Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de la confiance que vous accordez à la radio-télévision nationale congolaise. Kivunabiso, c'est ce magazine que nous avons mis à votre disposition pour garder le lien avec la population sous occupation rwandaise. Cette occupation qui se présente sous forme de la FCM 23, mais nous savons tous que c'est la brigade avancée du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons aborder une question assez pertinente. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi la diplomatie pour essayer de trouver une solution durable à la question qui perturbe la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis bien des années. On parle de 3 décennies déjà. Mais cette diplomatie a conduit aux accords signés avec les États-Unis d'Amérique, les accords économiques stratégiques avec les États-Unis d'Amérique. On parlera de ces accords, quelles sont les perspectives et si impact il y aura sur la vie de la nation. Nous aborderons aussi cette question et pour vous donner les détails sur ces sujets que je viens de vous présenter tout à l'heure, nous avons 3 invités sur ce plateau. Je vais commencer par Henri Pacifique, qui est de l'Institut Ebouteli. Bonsoir Henri. Bonsoir. Nous avons l'honorable Carly Nzanzu Kassivita. Cette fois, je ne me suis pas trompé, vous vous souvenez, je vous dirai pourquoi. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Quand les accords s'est signés aux États-Unis d'Amérique, il était notre invité sur ce plateau. Pas de Kivunabiso cette fois-là, on parlait de la signature de cet accord, c'était le 4 décembre dernier. En ce moment-là, je me trompais sur son nom, bien entendu, et il me rappelait à l'ordre. Et à ma gauche, nous avons l'honorable Jean-Baptiste Kassekouan, qui est député honoraire. Bonsoir, honorable. Bonsoir, merci. Je vais vous donner 30 minutes chacun pour dire un peu plus sur ce que vous êtes. Je vais commencer par vous, honorable Jean-Baptiste Kassekouan. Député honoraire, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous êtes pour nos téléspectateurs en somme? Je suis le premier vice-président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, dirigé par Martin Fayoulou. Je suis marié, père d'enfants. Je suis attaché fermement à l'intégrité territoriale du Congo et surtout à l'intégrité physique des Congolais, particulièrement ces territoires du Kivu et de toute la RDC. Merci Jean-Baptiste Kassekouan. J'ai parlé de l'Institut Ebouteli tout à l'heure et Henri Pacifique est là. Quelques détails sur ce que vous êtes. Oui, moi c'est Henri Pacifique Mayala. Je coordonne le baromètre sécuritaire du Kivu, qui est un projet de recherche sur la violence à Ebouteli. Depuis 2017, le projet documente et cartographie la violence dans les provinces de l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, afin de mieux comprendre les dynamiques et les acteurs du conflit, pour aussi orienter le choix et l'orientation des politiques. Et le troisième invité, c'est l'honorable Carly Nzanzu Kassivita. Un peu plus sur ce que vous êtes. Merci, je suis Nzanzu Kassivita, Carly, je suis député national, premier vice-président de la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis gouverneur au Nord Kivu. Je vis présentement à Kinshasa parce que je suis député national, mais ma résidence principale, c'est à Goma. Donc, je suis parmi le million de victimes de la guerre que mène le Rwanda sur notre territoire, autant que les ADF, parce que je suis un élu du territoire de Bénin. Voilà, donc j'ai parlé des accords de Washington tout à l'heure. Ces accords ont été signés le 4 décembre dernier et ont suscité beaucoup d'espoir. Mais déjà, dans les discours des circonstances, on a retenu dans le propos du président rwandais Paul Kagame que si jamais cet accord ne réussissait, ce serait donc notre faute. Il s'engageait en ce moment-là et ce qui est arrivé dans la suite prouve effectivement qu'il est pour beaucoup dans le désordre intervenu et la violation des accords de Washington menés avec la médiation des États-Unis d'Amérique. Alors, pour nous mettre dans le contexte, après la violation de cet accord par la prise de la ville d'Ouvira, une réunion du Conseil de sécurité s'est tenue en urgence et au cours de cette réunion, des propos ont été tenus, des propos très indicateurs de ce qui va arriver. Je vais vous replonger nos invités
dans les contextes de cette réunion. Ensuite, nous allons démarrer notre émission. De paix nécessite que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a participé intimement, participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Burundi souhaite dénoncer la violation répétée et répétitive de la résolution 2773 manifestée par la prise d'Uvira par l'armée rwandaise. Ces opérations ont visé et entraîné des victimes civiles innombrables. Nous sommes particulièrement préoccupés par les attaques transfrontalières, y compris l'usage d'artillerie, de drones et d'autres moyens létaux, dont certains ont atteint des localités du territoire burundais. Ces actes violent la souveraineté du Burundi, compromettent la sécurité des populations civiles et fragilisent les efforts collectifs de paix. Nous pensons que le moment exige de la lucidité, du courage politique et un engagement collectif en faveur de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2773. Les engagements récemment pris, y compris ceux entérinés dans les accords signés à Washington, doivent être respectés par toutes les parties, sans ambiguïté et sans conditions préalables. Dès lors, nous appelons le Conseil à, premièrement, veiller à ce que les résolutions du Conseil soient appliquées de manière impartiale, car la crédibilité collective de ce Conseil dépend de sa capacité à garantir leur mise en œuvre effective.
la pertinence et la crédibilité de la MONUSCO sont en jeu. Deuxièmement, protéger les civils, surtout les femmes et les enfants, qui demeurent les principales victimes d'un conflit qui leur a été imposé. Nous appelons le Conseil, troisièmement, à plaider pour une assistance humanitaire d'urgence face à la dégradation de la situation humanitaire et au manque criant des moyens aux agences du système des Nations Unies pour répondre aux besoins élémentaires des réfugiés installés à Gatumba et à Cibitoke. Nous appelons également le Conseil à convoquer une réunion d'urgence du Conseil dans laquelle il pourrait prendre des mesures robustes visant à stopper cette escalade dangereuse et pouvant comprendre un embargo sur les armes et un régime de sanctions économiques afin d'empêcher la poursuite de ces opérations militaires meurtrières en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies en particulier. Nous appelons également le Conseil à appuyer la RDC et les États voisins dans des efforts coordonnés de lutte contre les groupes armés dans le strict respect des frontières internationales reconnues. Nous appelons enfin le Conseil à renforcer son soutien aux mécanismes régionaux de vérification et de suivi afin de documenter les violations, prévenir l'escalade et reconstruire la confiance. Par ailleurs, le Burundi souhaiterait informer cet auguste Conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais, dans la commune de Cibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, à Washington, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont signé un accord de paix facilité par les États-Unis d'Amérique sous le leadership du président Donald Trump. Cet accord, soutenu par les garants régionaux et internationaux, portait et porte l'espoir d'un tournant historique. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits en contredisent les engagements pris. Bombardements, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative
du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Monsieur le Président, Excellences, depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Uvira ont été visées par des bombardements provenant des positions RDF M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles. Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Ils créent également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La stabilité régionale ne peut reposer sur la normalisation de violations aussi graves. Monsieur le Président, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, certains acteurs ont choisi de s'écarter des engagements librement acceptés. Le recours à des narratifs inversés et à une désinformation systématique pour attribuer à la République démocratique du Congo la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF-M23 est une stratégie désormais bien documentée par des mécanismes internationaux. Nous ne pouvons accepter que la manipulation devienne un instrument de politique régionale. Les faits sont têtus, les résolutions de ce Conseil le sont davantage. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Les violations constatées contreviennent à la résolution 2773, à l'accord du 27 juin signé à Washington, à l'accord signé à Washington le 4 décembre, à la déclaration de principe et l'accord cadre de Doha et aux conditions même de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale aussi signé à Washington. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants. Nous allons commencer avec l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Quand vous suivez les États-Unis, le Burundi et la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, vous pensez que la République démocratique du Congo a pris les dessus sur le Rwanda, sur le plan diplomatique, parce que nous avons réussi à faire triompher la vérité? Les déclarations constituent une chose. Le contenu des accords en constitue un autre. Lorsque je considère 4 dates majeures, le 27 juin 2025, jour de la signature de l'accord de Washington, le 5 octobre, le jour où notre gouvernement a refusé de parapher le draft du cadre d'intégration économique régionale, le 7 novembre, lorsque le gouvernement a fait volte-face et a paraphé ce cadre d'intégration économique régionale sans que les conditions ayant motivé le refus du 5 octobre n'aient été répondues. Et finalement, le 4 décembre, le contournement de la clause intégrée dans le fameux cadre d'intégration économique régionale qui a justifié notre signature, contournement par l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC et États-Unis-Rwanda, je me dis, au fond, s'il faut dire la vérité, d'un côté, les déclarations sont bonnes, encourageantes. De l'autre, les contenus des accords indiquent que la RDC a été flouée. La RDC a été flouée, nous allons y revenir, flouée dans ces accords bien entendu. Vous allez donner plus de détails sur cette vision des choses. Honorable Carly Nzanzu Kasivita, quand le Burundi dit qu'il faudrait prendre le courage politique nécessaire, il le dit aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut d'abord considérer que
ce processus avait commencé dans la région. Le Burundi, c'est un acteur important des acteurs de la région. On a eu des discussions et à Luanda, à Nairobi, et le Burundi connaît très bien le terrain. Quand le combat se déroule au niveau de la plaine de la Ruzizi, ça veut dire que les conséquences de cette déstabilisation, c'est aussi le Burundi qui les paye, comme nous avions payé les conséquences de la déstabilisation du Rwanda en 1994. Donc, un pays qui veut veiller à sa sécurité ne peut pas souhaiter qu'il y ait la guerre à côté de sa frontière. C'est avec toute légitimité que le Burundi s'inquiète, mais aussi dans la perspective de résoudre les conflits de la région. Je crois que le Burundi s'inscrit dans la pacification de la région. C'est la raison pour laquelle le Burundi avait haussé ses tons, et je crois que c'est avec toute légitimité. Je me souviens, je l'avais dit ici, que c'était stratégique pour nous, la RDC, de pouvoir amener les USA dans la médiation de ces conflits. Parce qu'au niveau de la région, certes, il y a un engagement de plusieurs chefs d'État, de plusieurs volontés de pays, mais dans tout ce qui se passait, il manquait la dose que nous avions vue au niveau du Conseil de sécurité. Vous avez vu pour une fois, les États-Unis ont très bien indiqué la violation de notre intégrité territoriale, donné même les éléments sur ce qu'en fait le Rwanda, les troupes et l'implication du président Kagame lui-même. Et l'implication du président du Rwanda. Je crois que c'est cette dose-là qui manquait dans l'approche, étant donné que nous connaissons, nous tous, le fonctionnement des systèmes des Nations Unies. Il y avait déjà un précédent, la résolution 2773. Et effectivement, la coercition n'était pas là. Même si, quand vous lisez cette résolution, elle est pratiquement contraignante, mais il faut une dose politique, il faut une dose stratégique pour pouvoir exécuter cette résolution. Henri Pacifique, vous suivez les États-Unis à travers ce Conseil de sécurité, leurs ambassadeurs, bien entendu, vous suivez le Burundi, vous suivez la République démocratique du Congo, vous qui suivez régulièrement ce qui se passe dans la région. Qu'est-ce que vous en concluez? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment cette fois une lueur d'espoir pour qu'avec la présence des États-Unis et cette prise de position très claire, on pense à une paix durable de façon définitive? J'allais aussi ajouter que je suis déplacé. Je suis à Kinshasa à cause de la guerre. Oui. De la guerre. S'il faut revenir sur tout ce qui se passe, tout ce à quoi nous avons assisté les mois passés, avec un cœur serré, je dénonce la faillite de la configuration du multilatéralisme à ce stade actuel. Le gouverneur Carly, l'honorable Kasekwa sont revenus sur la résolution 2773 qui émane du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, nous sommes au mois de juin. Mais qu'à cela ne tienne quand même, il y a un acteur qui est aussi supposé être soumis à cette même régulation. En tout cas, les règles du jeu sont les mêmes sur l'échiquier diplomatique, qui s'insurge ou qui fout aux pieds tout ce qui est décidé à cette instance supposée être... on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà, il n'y a rien au-delà, en fait. Et donc, je me dis que d'une part, ça a miroité une victoire, mais dans les faits, je pense que ça n'a pas suivi. Et les responsabilités peuvent être partagées, autant du côté de l'agresseur que de l'agressé, y compris les médiateurs ou les régulateurs que je pourrais qualifier les arbitres du jeu. Donc, partir de l'accord, de l'obtention de la résolution 2713, au-delà de cette résolution, le Congo passe aussi comme membre non permanent sur ce même 1er janvier, oui. Sur ce même conseil. Et oui, le mandat commence au 1er janvier, mais l'influence, les tractations, c'est depuis que ça a été annoncé en termes de rotation des 3A non permanents sur
ce Conseil. Et donc, je pense que j'ai resté sous ma faim. Et là, je parle peut-être en qualité d'analyste, mais aussi de réfugié déplacé des guerres, qui a vu des accords être signés, mais qui pertinemment, et je pense ne pas être contredit, je suis loin de retourner chez moi. Et dans cela, je pense qu'il faudrait à un certain moment se mettre, revoir les questions avec tête froide et essayer de recadrer la stratégie. Je pense qu'il y a eu des avancées majeures diplomatiquement, mais il faut les repenser. Parce que du moment où ces avancées dans les textes n'inversent pas la situation sur le terrain, ça reste problématique, surtout pour nos populations qui sont dans cette vulnérabilité. Je reviens à l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Vous parliez de la République qui est flouée dans ces accords des États-Unis d'Amérique. Alors, la République s'est fait flouer dans les accords économiques avec les États-Unis ou dans l'accord de paix signé avec le Rwanda? Dans tous les accords, en fait, tous les accords là, du 27 juin jusqu'à ceux conclus les 4 s'inscrivent dans la même logique et ont pour fondement l'accord de Washington du 27 juin. Pourquoi j'ai dit que la République a été flouée, mon frère? Parce qu'ici nous parlons Congo-Nabisso, Kivu-Nabisso. Voilà. Dans cet accord-là, lorsque vous lisez les CONOPS, on nous décrit 5 étapes qui constituent ce qu'ils appellent la conduite des opérations de la neutralisation des FDLR et de la levée des mesures défensives du Rwanda. Étape 1, 2, 3, 4, 5. L'étape 2, qui constitue ce qu'ils appellent conduite des opérations, il la prévoit pour 30 jours. La section 9 du CONOPS dit neutralisation des FDLR et retrait des troupes rwandaises, le tout va se faire dans un délai maximum de 90 jours. Je suis heureux d'être avec l'honorable Carly, avec Pacifique. La problématique de la question des FDLR, que l'on soit à Washington ou à Doha, et que l'on dise aux Congolais que dans 30 jours, les 2 problèmes majeurs de FDLR et retrait armé rwandais seront résolus dans ce délai-là, c'est un mensonge. Et sur base de ce mensonge-là, on a inscrit dans l'accord de Washington l'article 6. Je pense que c'était la stratégie de notre gouvernement. L'article 6 qui dit le cadre d'intégration économique régionale entre le Rwanda et la RDC sera lancé après 3 mois, c'est-à-dire à la fin de ces 90 jours consacrés à la neutralisation des FDLR et au retrait des troupes rwandaises. Le 5 octobre, le porte-parole du gouvernement de la RDC l'a dit, le gouvernement a refusé de parapher le fameux cadre d'intégration économique régionale parce que, effectivement, le préalable sécuritaire contenu dans les CONOPS n'a pas été satisfait. Curieusement, nous nous retrouvons au 7 novembre, le jour où notre gouvernement paraphe finalement ce cadre-là. Le Rwanda n'a pas retiré ses troupes, sous prétexte que les FDLR n'ont pas été neutralisés. Mais curieusement, nous paraphons quand même le cadre et pour nous apaiser, on accepte qu'on insère le paragraphe 4 dans ce cadre d'intégration, paragraphe qui stipule que le cadre d'intégration sera mis en œuvre dès qu'il y aura exécution satisfaisante du CONOPS. Le CONOPS, c'est ce qui prévoit la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Mais, de manière surprenante, l'accord de partenariat stratégique, signé le 4 décembre, d'une part, États-Unis, RDC, de l'autre, États-Unis, Rwanda, dispose à son article 16, le point 2, que les accords sont mis en œuvre dès que les fonds nécessaires au financement des projets concernés par ces accords-là, dès que les fonds sont disponibles. Du coup, la conditionnalité que nous avons placée dans le cadre d'intégration économique régionale au paragraphe 4
pour exiger qu'à tout prix, le Rwanda ait retiré, n'est-ce pas, ces troupes de notre territoire pour que les aspects économiques soient mis en œuvre, les États-Unis les contournent. Parce que, d'un côté, si les fonds sont disponibles, il met en œuvre son accord stratégique avec le Rwanda, et là, il y a Rubaya qui est visé, et beaucoup d'autres, même des zones aurifères. Je me pose la question de savoir, la guerre aujourd'hui, vers Fizi, vers Mississi, la zone aurifère, vers Mwenga, oui. Est-ce que ce n'est pas derrière ça? Mais de l'autre, si les fonds sont disponibles pour les sociétés qui vont obtenir le marché sur les gisements dans le Katanga, dans les autres provinces non aguerries de la RDC, seront mises en œuvre, du coup, disais-je, la conditionnalité du retrait des troupes rwandaises reste contournée. Honorable, j'ai bien entendu votre argumentaire et comment vous développez, je vous garde encore. J'ai l'impression, de mon point de vue, que ce que vous appelez la République a été flouée, c'est la difficulté en réalité de la mise en œuvre de l'accord. La complexité de la mise en œuvre de l'accord que vous appelez la République s'est fait flouer. Pas forcément la complexité. D'un côté, nous devons considérer la complexité. Il y a le chercheur Didier Moumengi qui a publié un livre intéressant qui reprend la quasi-totalité des accords de paix déjà conclus depuis Lusaka en 1999, depuis l'accord global inclusif, les accords de Nairobi de novembre 2007, les fameux accords du 23 mars 2009, les actes d'engagement de Goma. Il y a une pluie d'accords et Moumengi parle du syndrome des accords superficiels. Et donc, d'un côté, nous sommes retombés dans la signature des accords superficiels. De l'autre, la délicatesse de la question même de la neutralisation des FDLR et de retrait de troupes rwandaises ne devait pas être présentée comme solvable en DEA 90 jours max. Au début, c'est 30. Et du coup, nous sommes rattrapés par la réalité. Oui. Ça, c'est d'un côté. Oui. Mais bien plus, j'aurais bien voulu que les États-Unis, et ils en ont la capacité, oui. Ils ont beaucoup de leviers, oui. Des leviers diplomatiques, des leviers économiques. Les États-Unis devaient faire pression sur le Rwanda pour dire, écoutez, nous sommes pressés d'accéder aux minéraux congolais. Vous avez convenu avec la RDC dans l'accord du 27 juin que dans les 3 mois, vous aurez retiré vos troupes. Au lieu de faire pression sur le Rwanda, c'est sur la RDC qu'on fait pression et nous faisons la concession. Le 7 novembre, nous signons le cadre d'intégration économique. Deuxième concession, nous la faisons le 4 décembre. Nous signons le partenariat stratégique avec les États-Unis sans contrepartie. C'est là que j'ai dit que nous sommes floués. Ah, ok, très bien. Je vais revenir à vous, honorable. Bon, honorable Carly Nzanzu-Kasivita. Comment vous expliquez le point de vue ou bien l'attitude du Rwanda? Le président Kagame est passé quand même pour quelqu'un de très introduit dans les milieux internationaux depuis plusieurs années. On pensait qu'il a eu une certaine perspicacité dans la compréhension des questions internationales et du fonctionnement du monde international. Comment vous expliquez qu'il est le seul qui signe cet accord devant les caméras du monde entier, avec les États-Unis comme médiateurs, mais 6 jours après, il viole carrément l'accord? D'où tient-il, selon votre point de vue, cette force de narguer les États-Unis, narguer tout le monde qui soutient l'arrivée rapide de la paix dans l'Est? Je crois qu'il faut partir des précédents et de l'expérience même du Rwanda dans les guerres à l'Est. Ils ont beaucoup utilisé cette approche de talk and fight. Et je crois qu'ils pensent que ça va encore marcher. Je l'ai bien dit ici, nous avions commencé dans la région et on n'a pas ignoré la région dans tout ce qui se passe, mais nous avions besoin des leviers des États-Unis. C'est pourquoi je crois qu'effectivement, pour tout Congolais qui a regardé le comportement du Rwanda, que ce soit dans les anciennes guerres, les anciens conflits, certaines opinions peuvent développer effectivement de la réticence
en ce qui concerne les accords de Washington. Mais c'est à nous, République démocratique du Congo, de capitaliser ces leviers. Il est vrai qu'il fallait décrisper la situation et nous devons aller vers là. Et je crois que c'est la stratégie, la dose que les États-Unis est en train d'amener dans ces conflits. Il fallait décrisper la situation. Il faut avouer qu'il y avait déjà une crise de confiance, et il y en a encore d'ailleurs, entre nous et le Rwanda. C'est pourquoi même mon frère Kasekwa doute de la sincérité du Rwanda, ce qui est tout à fait normal, parce que les accords devraient s'exécuter aussi à une certaine mesure de bonne foi. Et c'est là où on est en train d'amener les Rwandais. Et je crois que la stratégie qui a été utilisée par la RDC, d'intégrer en même temps la question de la paix et la question de la coopération économique, c'est une stratégie qui va payer d'ici là dans le futur. Mais ce sont des accords, il faut effectivement être disposé à les faire aboutir. La mise en œuvre, c'est le Rwanda et la RDC, mais nous avons quand même, cette fois-là, une occasion où tous les conseils de sécurité parlent le même langage. Il faut quand même lire sur 20 ans le mimétisme qui était au niveau du Conseil de sécurité sur la question des conflits à l'Est. Aujourd'hui, l'expression elle est très claire, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, j'ai même suivi la Russie, que ce soit d'autres pays comme l'Allemagne et l'Angleterre. Je crois qu'on est sur une bonne piste de pouvoir décrisper d'abord la situation et capitaliser les efforts de la communauté internationale pour résoudre la question. Henri Pacifique, la fragilité des accords, la crainte de ne pas voir ces accords être mis en œuvre. Est-ce que vous ne pensez pas que la présence des États-Unis et cette attitude internationale qui a radicalement changé, qui désigne clairement l'agresseur, le Rwanda, comme l'instigateur principal du désordre qu'il y a chez nous, est-ce que vous ne trouvez pas que ce changement de position de la communauté internationale est une sorte de garantie de la mise en œuvre de ces accords? Garantie de la mise en œuvre, peut-être pas, une assurance jusqu'à un certain niveau, mais encore, ça en appelle sur le niveau de la responsabilité interne. Le côté congolais, ce que l'on devrait faire. Et moi, je pense que oui, il y a de la matière à réflexion, il y a des doutes justifiés, des craintes, dans le sens où la question sur laquelle pourquoi la République, pas que le régime actuel, pourquoi est-ce que le Congo signe des accords qui ne lui soient pas favorables. Ça, c'est, je pense, depuis l'EIC, ou même sur l'accès à l'océan Indien, le Congo a concédé sur des aspects qui, sur le long terme, devraient nous être économiquement productifs aujourd'hui. Et je suis encore dans cet état de pessimisme, dans le sens où les gains diplomatiques à l'interne, on ne devrait pas nous-mêmes constituer un frein. Parce que lorsque vous regardez la façon qu'est présentée la victime au niveau de l'international, vous le disiez tantôt, Kagame a su bien construire ce narratif. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons que autant les forces du Rwanda reposent sur sa réputation, le tourisme, le Visit Rwanda qui est aujourd'hui tout son cela. soft power, oui. De la même façon, la vulnérabilité financière est encore là. Et donc oui, comme le disait l'honorable Kasekwa, la communauté internationale, ou en tout cas les puissants du monde, ils disposent de leviers. Mais est-ce que le Congolais joue assez bien de façon à mieux permettre que ces puissants-là activent ces leviers? On a suivi l'intervention de la Mineta Affaires étrangères. Les sanctions demandées, c'est bien. C'est des sanctions comme on l'a documenté en 2012, ont considérablement affaibli le Rwanda, et nous avons vu que le moment où les troupes ont été retirés, c'est qui s'en est suivi. Où est-ce que nous en sommes? C'est vrai qu'il faut garder à l'esprit qu'après, le Rwanda de 2013 n'est peut-être pas resté le même,
il s'est aussi épanoui diplomatiquement. Et aujourd'hui, face aux acteurs, la cartographie des acteurs, il faut encore regarder aujourd'hui le M23 sans le Rwanda, qu'est-ce que ça représente potentiellement et comment est-ce qu'on pourrait anticiper là-dessus. Parce que oui, il faudrait que les forces du Rwanda se retirent. Mais je crains que le problème ne finisse avec ce simple retrait. Et oui, il y a encore un problème sur l'environnement autour ou l'environnement dans lequel on a signé. Le CONOPS sur lequel reposent les accords dont on discute aujourd'hui, c'est un document d'août 2024 qui a été signé en juin 2025, au moment où la configuration sur les terrains était carrément compliquée. Le gouverneur Carly a sûrement eu mieux à être informé sur les récentes opérations conjointes du Congo et du Rwanda dans la traque des FDLR, mais qu'aujourd'hui, ce qui était supposé comme une raison ou une excuse vidée constitue encore l'épine dorsale d'un accord de cette envergure là-bas, et que le Congo soit contraint à le signer, ça pose problème. Parce que s'il faut neutraliser les FDLR aujourd'hui, on les trouve où? C'est des questions sur lesquelles un travail forcément est en train d'être fait, mais il n'est pas anodin qu'on le rappelle sur ce plateau, surtout que ce soit Henri Pacifique de l'Institut Ebouteli qui le dit. La plus grande question qui se pose aussi, c'est le fait que l'environnement régional, l'Afrique, n'est pas très engagée dans la résolution du conflit en République démocratique du Congo, mais l'on pense que la position est plus ou moins en train d'évoluer. À en croire le président de la Commission africaine qui a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons suivre cet élément-là et nous allons nous retrouver après pour voir comment ce changement des positions africaines peut permettre d'accélérer le processus de pacification en RDC. L'Afrique n'a pas abandonné la République démocratique du Congo et souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité. C'est le message que le président de la Commission de l'Union africaine en visite officielle à Kinshasa a apporté ce jeudi 18 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'audience lui accordée. Mohamed Ali Youssouf a par la même occasion exprimé la solidarité de l'Union africaine envers le gouvernement et le peuple congolais victimes d'agressions de la part de son voisin rwandais. La Commission de l'Union africaine souhaite être au centre maintenant des processus politiques qui sont nés, je dirais, de l'accord de Washington et de Doha. Et il est très important que la Commission de l'Union africaine, le médiateur, c'est-à-dire le président togolais, son Excellence M. Faure Gnassingbé, ainsi que les facilitateurs, le comité des facilitateurs que nous avons mis en place et le secrétariat qui se trouve à Addis Abeba, nous puissions maintenant reprendre le flambeau et dire d'abord à nos frères congolais, à nos sœurs congolaises, que l'Afrique est là. L'Afrique n'a pas abandonné le Congo. L'Afrique souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité, ce pays qui n'a rien fait à personne. Dans l'optique d'une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, la Commission de l'UA envisage recourir à tout le moyen de pression contre l'agresseur rwandais. Le président Tshisekedi a toujours été un homme de paix. Il a tendu la main depuis qu'il est au pouvoir. Et il faut l'entendre. Il faut saisir cette main. Et nous allons faire en tant qu'Union africaine, en tant que Commission, faire en sorte que ce message de paix, de stabilité, je dirais de raison, puisse être entendu par tout le monde. Nous allons exercer tous les moyens à notre disposition, les utiliser pour pouvoir justement ramener tout le monde. On doit le faire par le dialogue. Si le dialogue ne marche pas, tous les autres moyens, pression et autres, doivent être utilisés. Peu après, le chef de l'État a conféré avec Carmen Diez, ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo. Son pays, l'Espagne, exprime sa solidarité au peuple congolais, victime d'une agression armée. En ce qui concerne la situation dans l'Est du pays, je lui ai transmis la solidarité du peuple espagnol avec la souffrance de beaucoup de Congolais et de Congolaises. Je lui ai transmis aussi comment l'Espagne soutient la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC.
comme nous tenons aussi à l'application de la résolution des Nations Unies 2773, ainsi que l'esprit et la lettre des accords qui ont été signés à Washington et à Doha. La diplomate espagnole s'est par ailleurs réjouie de l'excellence des relations diplomatiques entre le Royaume d'Espagne et la République. Jean-Baptiste Kassekwa, est-ce que vous voyez l'Afrique, en tout cas notre Afrique, l'Union africaine, agir dans le sens de trouver une solution durable en République démocratique du Congo après toutes ces années? Alors, de manière symbolique, l'Afrique doit jouer ce rôle avec les limites de l'accord de Washington, les limites de l'initiative de Doha. De mon point de vue, et c'est le point de vue que soutient Martin Fayulu, il est maintenant opportun que par le canal de la médiation africaine, avec l'appui des églises telles que convenues dans la feuille de route le juillet dernier, qu'un processus de dialogue inclusif soit lancé. Et là, l'Afrique, de mon point de vue, est mieux située pour nous aider. Parce que Doha, avec les 6 protocoles restants, présente des éléments beaucoup plus conflictogènes. Que 2 belligérants s'accordent à Doha, que le M23 va composer à 50% ce qu'ils appellent dans les drafts de l'accord à court, ce qu'ils appellent force intérimaire de sécurité, appelée 1 à assurer la sécurité au nord et au sud Kivu. Au début, le draft initial indiquait une folie, un mandat de 5 ans renouvelable. Congo, Kivu Nabiso, mon frère. Mais qui vous n'habite justement, mais le problème c'est que vous avez un point de vue très, très amadouant quand vous parlez de cette question alors qu'elle est cruciale. Vous dites que des gens qui pensent qu'il faudrait laisser une partie du territoire national entre les mains d'une force qu'il désigne comme il le désigne, et vous pensez qu'ils peuvent mon frère, s'associer à vous? Ça, c'est le projet d'accord de Doha. Maintenant, le cadre de Doha, parce qu'il faut que notre gouvernement prenne le courage de dire la vérité au peuple. Mais que les Congolais se donnent aussi les kilos, le courage de lire intégralement les accords. Je plains l'honorable Lafas, il est mon représentant. Je ne suis pas d'accord que la session de septembre se clôture sans qu'il n'ait exigé que dans une plénière radio-télévisée, on débatte du contenu de tous ces accords, de Washington, de Doha et autres. Donc, le cadre de Doha, signé et par ceux qui sont à Goma et par notre gouvernement le 15 novembre, prévoit qu'il sera constitué ce qu'ils appellent des dispositions sécuritaires intérimaires. Et ils ont abandonné le concept là des forces spéciales intérimaires pour voiler un peu. Ils l'ont appelé dispositions sécuritaires intérimaires pour un mandat de 5 ans avec possibilité de prolongation. Nous savons l'état de siège qui n'est là que pour 15 jours vient d'être prorogé pendant 4 ans. Donc, et c'est la même configuration. Deuxièmement, ils disent dans ce projet de Doha que les 2 belligérants, gouvernement et M23 AFC, vont organiser ensemble la démobilisation, le désarmement des groupes armés. Kivu Nabiso. Est-ce que vous vous imaginez que ça peut conduire à la paix? Que ce Ouazalendo, qui se sont levés sur appel du gouvernement, sur pied de l'article 63, pour défendre l'intégrité territoriale, qu'aujourd'hui l'agresseur soit récompensé et que demain il soit légitimé pour venir démobiliser les nationaux qui défendent leur terre. Bref. Non, mais sur cette question, il faudrait que vous disiez la vérité à notre peuple. Quand vous dites que l'agresseur démobilise les Ouazalendo, ça suppose que ce sont les Rwandais qui viennent démobiliser les Ouazalendo. Alors, oui, mais sur cette question, il faut être très clair avec le peuple en lui disant la vérité, comme vous demandez que les accords soient expliqués au peuple. Vous devez commencer par dire la vérité au peuple aussi. Je suis là.
Oui. L'autre point sur lequel nous avons été floués, c'est lequel? J'ai lisé ce matin la résolution 2808. J'ai salué le fait que pour la première fois, le Conseil de sécurité cite nommément le Rwanda comme ayant participé directement et ayant déployé hommes et matériel dans l'attaque sur Uvira. Alors que la résolution de 2024 disait que les M23 étaient soutenus par un pays voisin, ça les citait nommément. L'avantage de la citation directe du Rwanda ici, c'est que le gouvernement, et c'est mon conseil, il faut qu'une plainte soit de toute urgence déposée à la Cour pénale internationale contre Paul Kagame, contre tous ces gens-là. Oui, ça, mais maintenant, oui. Au même moment que le Rwanda est cité nommément, au même moment, on dit que la MONUSCO, sous son nouveau mandat, dans le cadre du processus de paix, est appelée à vérifier et à contrôler la mise en œuvre du cessez-le-feu entre la RDC et le M23. C'est-à-dire, on renforce le caractère, la dimension nationale, la dimension interne de la crise, après avoir affirmé que c'est un pays étranger qui déploie ses troupes sur les sols. Il n'y a aucune contradiction dans ça, honorable, parce Non. qu'il y a deux processus. Il y a Doha, il y a Washington. Ça supposait déjà qu'il y a une dimension interne et une dimension internationale de la crise. Donc, sur ce point de vue, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est là l'hypocrisie de la communauté internationale. Je vais revenir avant. Nulle part, on ne veut reconnaître que nous sommes agressés. Ah ben vous venez de dire que l'actuelle résolution reconnaît le Rwanda comme agresseur. Bon, je vais revenir c'est la même attitude que les États-Unis et tous ces États ont affiché lorsque l'Ouganda et le Rwanda se sont battus à Kisangani. On les a cités, on les a condamnés et au même moment, aucune sanction. Et on a dit... On a poursuivi la dimension interne. C'est une autre paire de manches. Nous allons y revenir. Oui, comme vous l'avez dit, une plainte sera déposée certainement. Il faudrait que les autorités déposent une plainte contre le Rwanda pour les dommages causés sur les territoires de la République démocratique du Congo et surtout sur son peuple. On parlait de l'Afrique qui pourrait donner une solution ou participer à la solution définitive de la crise que connaît la République démocratique du Congo. Nous avons suivi le président de la Commission africaine qui parlait du dialogue et si jamais le dialogue n'était né, d'autres moyens pouvaient être utilisés. C'est quand même pour la première fois qu'une diplomatie au niveau africain, du président notamment de la Commission africaine, sorte des propos assez clairs et démontrant que l'Union africaine peut prendre une position très radical vu son passé. Il dit clairement que si les mesures pacifiques ou le dialogue ne réussit pas, il y a des pressions, il y a des mécanismes de sanctions qui peuvent être envisagés. Vous pensez que l'Afrique peut aller jusqu'à ce point-là sur cette question qui divise la RDC et le Rwanda? Il faut bien... Je ne sais pas si vous avez bien suivi notre ministre d'État des Affaires étrangères. Elle a bien insisté que nous avions signé les accords de Washington par respect au droit international. Et je crois que c'est l'intervention même de l'Union africaine. L'Union africaine, certes, elle n'a pas les leviers qu'à les USA, qu'à d'autres acteurs internationaux, mais l'Union africaine, c'est un acteur important. Dans les multiples crises qu'on a eues, l'Union africaine a toujours été de notre côté. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut comparer les narratifs, que ce soit à l'international, que ce soit au niveau régional. Même l'Union africaine aujourd'hui a commencé à changer complètement les narratifs, ce qui est une très bonne chose pour nous. Mais tout n'est pas gagné par les accords. Il faut bien travailler pour implémenter ces accords. C'est pourquoi, comme l'honorable Kassekwa l'a souhaité, nous devons restituer effectivement la vérité à la population. En fait, nous avons une constitution qui décrète la procédure de ratification des accords de paix et même des accords économiques. Le président
de la République ne vient que d'entériner l'accord de paix. Donc, oui. Nous ne gérons pas l'agenda de l'exécutif au Parlement. Je crois que l'exécutif est conscient que cet accord pourra être communiqué au Parlement pour être discuté. C'est à ce niveau-là, effectivement, que les députés pourront avoir la possibilité de faire des commentaires. Je ne peux pas commenter sur le prélude des discussions à Doha, pour autant que je ne suis pas de l'exécutif, pour autant que ces accords ne sont pas encore signés. Donc, c'est des discussions. Nous attendons qu'il y ait des accords aussi à ce niveau-là pour que la population soit mise au courant de ce qui a été convenu. C'est la Constitution qui donne aussi la possibilité au gouvernement de négocier au nom du peuple congolais. Et donc, il n'y a pas de magie, oui. Donc, on ne peut pas imaginer, je comprends le pessimisme, c'est la souffrance qui a duré, mais nous ne devrons pas rester dans un pessimisme. Si nous restons dans un pessimisme, et après, il y aura quoi? C'est pourquoi nous devons avancer, nous devons capitaliser les opportunités aujourd'hui, le monde nous écoute, pour aligner nos stratégies, pour résoudre nos problèmes qui sont internes. On a quand même des problèmes structurels, même dans l'accord d'intégration régionale économique, il y a quand même des dispositions qui nous astreignent à regarder notre fiscalité, à sécuriser les investissements. C'est des questions que la République devra rencontrer. C'est des lois qui devront être adaptées, révisitées. Donc l'Assemblée nationale sera, ou le Parlement sera forcément appelé à agir et à intervenir. Henri Pacifique, dans cet élan de l'Afrique qui veut la paix, on cite nommément l'Angola qui a tenté, mais qui a abouti à des résultats que le président de la République appelle très satisfaisants, mais qui ont été finalisés par l'accord de Washington. Et il y a le Togo qui hérite du processus de Doha et dont le président d'ailleurs était à Kinshasa le 23 décembre dernier pour échanger avec le président de la République sur certainement ces questions-là. Mais il y a dans cette Afrique aussi le Kenya et d'autres pays qui ne partagent pas forcément la même vision sur la résolution de la crise en République démocratique du Congo. Quelles sont les chances justement de cette Afrique à laquelle on a confié la gestion de la problématique interne du conflit? Elles sont assez réduites, je dirais. Pourquoi? Parce que depuis que les tractations ont commencé avec, on pourrait aller un peu plus loin, 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba, la résurgence de 2021, on se retrouve avec Nairobi 1-2, et puis il y a Luanda jusqu'à ce qu'on se retrouve à Doha. S'il faut revenir dans le cadre de cette faillite du multilatéralisme, comme je le disais, la charte même des Nations Unies, qui est l'organe suprême, en son 8e chapitre, si j'ai bonne mémoire, attribue aux organisations continentales, régionales, la prérogative d'avoir la mainmise et de régler ces types de conflits. Alors, je suis chercheur, je travaille avec des faits et des évidences, et je ne vois pas que ce soit en Afrique de l'Ouest avec l'UEMOA côté finance et avec la CEDEAO, que ce soit en Afrique australe avec la SADC, ils ont essayé, ils étaient à Goma, ou en Afrique de l'Est, on a intégré ce bloc-là aussi, peut-être de façon peu réfléchie, passez-moi l'expression. Ils sont venus et on a vu aussi les résultats. Certains des résultats étaient quand même assez révélateurs. Pourquoi vous ne dites pas assez précipité pour atténuer le propos? Je trouve que c'est quand même assez... Oui, assez précipité dur, oui. Parce qu'il n'y a pas eu de réflexion stratégique sur ce qu'on allait chercher dans ce bloc est-africain. Précipité, je vous l'accorde. Et donc, je pense que... le rôle de l'Afrique, de l'Union africaine, c'est un peu comme si on a dépassé la gare à laquelle on devait embarquer sur ce wagon de l'Afrique, de l'Union africaine. C'est une institution qui malheureusement n'a pas toute l'essence. Vous l'avez soulevé, avoir la volonté et avoir les capacités, c'est deux choses tout à fait
différentes. Et aussi, une lecture personnelle, j'ai comme l'impression que c'est quand même une institution assez personnalisée, parce que bien que je prenne distance avec le langage diplomatique à certains égards, il était difficile d'espérer l'ancien président de la Commission africaine de tenir des propos assez tranchants comme celui-ci. Et vous vous souviendrez que cela était aussi en partie justifié par les relations interpersonnelles du président Kagame avec le prédécesseur du président de la Commission de l'Union africaine. Donc tout cela, je pense que lorsque ça rentre dans l'équation de faire ressortir les intérêts du Congo, encore une fois, c'est à nous, les Congolais, de revoir notre copie et dire oui, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le temps avec ce processus? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les chances sont clairement réduites de part, non seulement c'est que pourrait investir l'Union africaine dans la résolution de cette crise, mais encore une fois, notre approche à nous face à cette crise. Et là, je vais peut-être revenir sur comment je vois difficile la transition entre Doha et Togo, parce qu'à Doha, voyez-vous, on a, je pense, que le Congo a accordé au M23 beaucoup d'importance. Parce que accepter de discuter avec le M23, ça aurait peut-être commencé depuis Bunagana. On a attendu assez longtemps pour, encore une fois, se précipiter à saisir toutes les branches qui s'offrent à nous en bouée de sauvetage. Et c'est là que je pense, toutes les crises sécuritaires sur lesquelles on n'a pas impliqué, entre autres les compréhensions communautaires ou les contributions communautaires. C'est toujours ceci, c'est difficile à un moment donné, vous êtes dans un statu quo qui bénéficie aux seuls belligérants. Et moi, je pense que si, par exemple, l'approche du dialogue, je n'ai pas suivi très bien avec précision à quel type de dialogue faisait allusion le président de la Commission de l'Union africaine, mais il faut un cadre qui serait encore beaucoup plus élargi, dans lequel on n'a pas à discuter des questions assez essentielles comme l'organisation des élections partielles dans les zones déclarées c'est quoi le mot? Sinistre, avec un interlocuteur supposé être un groupe armé. C'est très dangereux. Il faut un cadre beaucoup plus élargi qui, dans une certaine mesure, va diluer toute cette importance que pense avoir ou que se croit désormais avoir le M23. Et si à cela, maintenant, on peut coupler les bâtons américains, parce qu'ici, c'est clair. Nous savons que oui, c'était une approche de la carotte et des bâtons. Les carottes en termes d'incentives, d'investissement économique et tout cela, on voit que ça ne marchait pas. Et il faut se souvenir qu'on avait déjà offert à Kagame tout cela et ça n'a pas malheureusement marché. Il faut passer par le bâton et le Congo devrait profiter de cette opportunité, sa présence au Conseil de sécurité, pour effectivement pousser là-bas. Je ne vois pas, peu importe le Rwanda qui est évolué de 2013 aujourd'hui, tout ce qu'ils ont maintenant comme dispositif diplomatique, je vois très mal le Rwanda survivre à une menace américaine, par exemple, couper l'aide au développement de la Banque mondiale. Donc, c'est dire que les leviers américains sur le Rwanda sont effectifs et si ils sont activés, le Rwanda pourra donc fléchir. Nous allons parler du nouveau mandat de la MONUSCO. Mais avant d'aborder cette question, nous allons repartir au Conseil de sécurité pour voir ce mandat qui a été donné à la MONUSCO, il revêt quel caractère, qu'est-ce qu'en pense la France, la Chine, mais aussi les États-Unis d'Amérique. Soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette application. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain.
Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation, et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2808 renouvelant le mandat de la MONUSCO pour 1 an. La Chine a voté pour et reconnaît les efforts des porte-plumes pour dégager un consensus entre toutes les parties. La MONUSCO est menée par l'ONU et met en œuvre le mandat confié par le Conseil de sécurité. Nous appuyons la MONUSCO qui doit pouvoir jouer son rôle d'appui au processus de paix dans l'est de la RDC. Cependant, aucun pays, en raison d'intérêts égoïste, ne devrait adapter la MONUSCO à son propre programme politique. Le Conseil de sécurité doit préserver l'indépendance, la neutralité et l'autorité de la MONUSCO et respecter les principes fondamentaux régissant le maintien de la paix. Ce n'est que comme cela que la MONUSCO pourra obtenir la confiance et le soutien de tous les États membres. La résolution prie le secrétaire général de formuler des propositions pour que la MONUSCO puisse appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu. Nous comptons que le secrétaire général tiendra pleinement compte de la situation réelle du cessez-le-feu sur le terrain et des capacités de la MONUSCO et précisera le rôle et les obligations de la MONUSCO. Les propositions doivent être efficaces, réalistes et alignées sur l'esprit de l'ONU 80. Monsieur le Président, récemment, la situation dans l'est de la RDC s'est gravement détériorée en 2000. Le M23 a attaqué, occupé Uvira, ce qui est préoccupé. Nous exhortons le M23 à respecter les dispositions de la résolution 2808, de se retirer immédiatement d'Uvira et d'autres villes, de cesser toutes les opérations militaires et toute expansion et de s'abstenir d'avancer dans les provinces, notamment du Tanganyika. Il faut que l'on promeuve un cessez-le-feu rapide sur le terrain. Le mandat de la MONUSCO devra être adapté en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain pour éviter des retombées du conflit, maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et de l'ensemble de la région. Nous appuyons pleinement les efforts de la RDC visant à préserver la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Et appuyons les efforts de la RDC pour rétablir la gouvernance et l'autorité dans l'est de la RDC dans les plus brefs délais. Tous les pays extérieurs de la région devraient rester profondément attachés à la paix dans l'est de la RDC, cesser de profiter de la situation et de rechercher des ressources économiques et autres intérêts égoïstes. Nous appuyons pleinement la MONUSCO dans l'exercice de ses fonctions. Nous appuyons l'envoyé spécial par la région des Grands Lacs du secrétaire général qui participe à des efforts de médiation et nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties afin de contribuer davantage à la paix et la stabilité dans les de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons devant cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC
et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec le FDLR. Que les choses soient très claires, la MONUSCO a un rôle clé à jouer, mais la responsabilité d'honorer ses engagements incombe exclusivement aux parties. Si les parties s'acquittent de leurs obligations, la MONUSCO pourra faire davantage, notamment en appuyant la reprise de l'approvisionnement de l'aide humanitaire dont la population locale a désespérément besoin et pourra être une force d'interposition pour éviter les violations du cessez-le-feu entre les parties, entre autres tâches critiques. Nous comptons évaluer les progrès dans la mise en œuvre au mois de mars et nous verrons s'il est nécessaire que la MONUSCO assume davantage de fonctions à ce moment-là. Je commence par Henri Pacifique. Une nouvelle résolution. Est-ce que vous ne pensez pas que le renforcement du mandat de la MONUSCO permettra de mettre effectivement en œuvre la résolution 2773? Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Et mieux même, retourner sur la résolution de mémoire, je pense que c'était 29 quelque chose, qui créait à l'époque l'instauration de la FIB au sein de la MONUSCO pour la première fois. La force disposait d'un mandat offensif. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Il faut regarder dans quel format se retrouve la MONUSCO. Ils sont à Goma en prisonniers. Ils sortent que pour aller chercher de l'eau au lac sous escorte des occupants. À cette force-là, on accorderait une litanie de bonne volonté sur le papier, mais dans la pratique, ce sera quasi impossible d'agir. Ce sera quasi impossible. Pourquoi la réflexion ne se tourne pas, et je parle sous le contrôle de l'honorable Kasekwa et du gouverneur Carly, les troupes de l'époque, les Tanzaniens en particulier, les Sud-Africains, ils sont encore stationnés à Beni. Pourquoi la réflexion n'irait pas dans ce sens-là? Parce que lorsque la SADC est déployée à Goma, la réflexion à New York, c'était autour du transfert des capacités. On discutait sur l'éventualité de voir la MONUSCO accompagner les forces de la SADC pour effectivement avoir cette disposition offensive contre le M23. La SADC est répartie sans pour autant avoir ne fût-ce que commencé sa mission. Et aujourd'hui, on a renouvelé le mandat de la MONUSCO comme ça a été depuis maintenant 3 décennies, mais dans une configuration qui, pour moi, je trouve, va être difficile d'atteindre des résultats de cette mission qui, aujourd'hui, est considérée par les rebelles comme partie au conflit. Partie au conflit, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Honorable Carly Nzanzuka Sivita, est-ce que le renouvellement de ce mandat, est-ce une garantie pour les populations qui souffrent depuis? Est-ce que c'est une possibilité, enfin, d'avoir ces couloirs humanitaires qui permettent d'atteindre les populations les plus vulnérables qui sont parties de chez eux depuis des mois ou des années? Il faut d'abord avouer qu'il y a une image que la population a de la MONUSCO parce qu'ils sont là depuis plusieurs années. Et donc, je ne pourrais pas dire une garantie, mais peut-être un élément impératif pour le moment. Parce qu'en fait, il faut regarder les discussions qui avaient été engagées avant. Tous les Congolais et même le président Trump voulaient que les forces des Nations Unies, surtout la MONUSCO, soient vraiment réduites
à un nombre infime, parce que c'est les États-Unis, il faut avouer, c'est les États-Unis qui financent pratiquement les missions des Nations Unies. Mais avoir l'assistance des États-Unis, de l'ambassadeur des États-Unis au niveau du Conseil de sécurité sur les rôles que la MONUSCO devra jouer dans le cadre de l'exécution de la résolution 2773, j'ai pu comprendre que la stratégie est jouée. Et ils ont même demandé au secrétaire général des Nations Unies de pouvoir, dans les 3 mois, faire un rapport sur les avancées dans le cadre de l'exécution de la résolution 2773 et proposer d'autres pistes de solutions. C'est à ce niveau, évidemment, que la République démocratique du Congo devra jouer pour réveiller ou revenir sur la question de la FIB, qui a été quand même une branche importante de la MONUSCO qui nous a aidés en 2013. Mais la limite aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on doit encore, si possible, redéployer les forces des Nations Unies au Sud Kivu, parce qu'au Sud Kivu, il y a plus la MONUSCO, oui. Et le champ de compas, c'est de ce côté-là aussi du Nord Kivu. Mais le guet, c'est quoi? C'est la contrainte. Je ne pense pas que si les Nations Unies renforcent sa mission à Goma, au Sud Kivu, dans une éventualité, que l'AFC 123, qui est pratiquement un proxy du Rwanda, puisse avoir toutes les manœuvres de défier les Nations Unies. Évidemment, la pression qu'il y a sur le Rwanda devra changer de calcul. Ce n'est pas au temps où ils pouvaient s'hasarder à tirer sur la MONUSCO, les avions et même les personnes. Oui, s'en sortir. Oui. Honorable Jean-Baptiste Kassekwa, de votre regard, je ne parle pas du regard d'opposant, du regard du citoyen de la République démocratique du Congo, comment vous analysez ce nouveau mandat de la MONUSCO en RDC? J'ai lu la résolution 2808 à 4 reprises pour vouloir comprendre quelle nouveauté il y a effectivement dans ce nouveau mandat et comme citoyen. Je suis désolé de constater qu'il n'y a pas renforcement. Lorsque vous lisez le paragraphe 36, c'est par là que commence la liste des tâches contenues dans le nouveau mandat de la MONUSCO. Eh bien, la brigade d'intervention de la MONUSCO était déjà là depuis 2013 et elle reste dans la même configuration. La MONUSCO maintient le même nombre d'effectifs que l'année passée, encore que la zone occupée est 10 fois plus vaste qu'en 2013 aujourd'hui. Mais la seule innovation, c'est que la MONUSCO est habilitée à intervenir dans les processus de paix, notamment participer dans le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda. Et c'est à ce niveau-là que, de mon point de vue, le gouvernement de la RDC doit développer l'intelligence pour que la MONUSCO, les États-Unis, le Qatar, nous aident à vider une fois pour toutes le prétexte des FDLR. Deuxième élément, il est habilité, il est donné à la MONUSCO de contribuer à la définition du mandat du mécanisme de surveillance de cessez-le-feu entre la FCM 23 et le gouvernement, convenu à Ottawa le 14, que la MONUSCO intervienne en appui politique, opérationnel et technique pour surveiller le cessez-le-feu, mais également que la MONUSCO appuie en logistique le mécanisme conjoint de vérification, le mécanisme de la CIRG. Malheureusement, depuis que le mandat a été renouvelé, on voit les combats qui sont intenses à Makobola, la menace, n'est-ce pas, autour de Baraka, et la MONUSCO ne dit rien. Et donc, parler de renforcement, je crois que, comme je l'ai dit, disons la vérité au peuple congolais. Ce mandat-là, contrairement au mandat de la MONUSCO de 2013 avec la résolution 2098, avec la brigade, ce n'est pas la configuration actuelle, encore que
à plus du mandat, c'est un texte. Il faut un Martin Kobler, il faut un Baouma à la tête de l'armée, il faut un Mamadou, il faut un gouverneur de province. On ne dit souvent jamais la contribution du gouverneur Gillier de l'époque. Bref, le texte, il est faible, mais également la configuration des acteurs n'est pas rassurante de mon point de vue. Très bien. Alors que le défi, la zone, comme je le disais, en 2013, le CNTP n'occupait que Rutshuru, Nyiragongo et Goma. Mais nous avons obtenu, 4 jours après l'occupation de Goma, la CIRGL a ordonné que l'M23 se retire et il s'est retiré. Nous avons obtenu du Conseil de sécurité un mandat robuste et en appui au FARDC avec la mobilisation politique, nous avons mis en échec le M23. Mais le contexte aujourd'hui, il est différent, mais la responsabilité première est celle du gouvernement. Au gouvernement. Ça, c'est bien entendu. Nous allons parler, en tout cas très rapidement, de l'accord économique stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Pour aborder cette question et avoir un peu plus de détails, nous allons suivre, je crois, le gouverneur de la Banque centrale qui donne les idées sur les idées forces de cet accord. Ensuite, nous discuterons autour. Il y a eu un problème entre le Rwanda et le Congo, mais cette crise, les causes profondes sont économiques. À la fin de la guerre froide, il y a eu une volonté d'avoir accès aux matières premières qui servent aujourd'hui à ce qu'on utilise les téléphones portables, les ordinateurs et tout cela. Et il lui fallut à l'époque que le Zaïre puisse privatiser ces entreprises minières qui étaient essentiellement étatiques. Et vous savez que nous avons une conférence nationale souveraine où les deux grandes forces, même si elles étaient opposées politiquement, je rappelle, donc l'Union sacrée, conduite par le docteur Étienne Tshisekedi, et la mouvance présidentielle, ont toutes les deux, ces grandes forces, refusé la privatisation, même s'ils étaient opposés politiquement. Et c'est ainsi qu'il y a eu, pour permettre l'accès à nos matières premières de la part de l'Occident, la création d'une troisième voie. Et cette troisième voie, malheureusement, n'a pas pu prendre politiquement au sein du pays. Et comme il y avait un impératif de pouvoir accéder à nos ressources, c'est comme ça qu'il y a eu un blanc-seing qui a été donné au Rwanda et à l'Ouganda pour nous envahir. C'est ça la raison fondamentale de la crise qui a déchiré notre pays durant pendant les 30 années passées. Et donc, il fallait aussi le résoudre par un volet économique. Pour résoudre ce problème-là, il fallait créer un cadre propice où, par rapport à cette économie passée, donc l'économie du numérique et l'accès à ces ressources, que les choses soient clarifiées de manière transparente, où on affirme la souveraineté de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de ces ressources, et qu'on dise que s'il y a des matières de coopération entre les deux pays ou plusieurs pays de la région, que cela se fasse de manière transparente. D'où ce cadre d'intégration économique régionale, qui, au fait, repose essentiellement sur ce qui a été imaginé déjà dans le cadre de la CEPGL. Parce que ce cadre d'intégration régionale économique est basé sur l'énergie, infrastructure, agriculture, tourisme, mais on a rajouté maintenant un volet qui concerne les matières premières. Mais ça consacre aussi
économiquement la fin d'un cycle. Parce que l'économie fonctionne en fonction des cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins courts et il y a des cycles qui sont plus ou moins longs. Et il y a la fin d'un cycle maintenant qui marque la fin d'une économie du numérique tel que nous l'avons connu hier. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là marque l'économie du futur, l'économie verte, où les mêmes matières premières stratégiques se retrouvent au Congo. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets. On règle un problème du passé avec le cadre économique d'intégration économique régionale, et il y a un partenariat stratégique qui s'ouvre sur les nouvelles matières premières. Et là, c'est du bilatéral directement, alors que ça ne s'est pas fait par le passé, où on négociait nos matières premières sans nous. Ici, maintenant, ça se négocie directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est un grand tournant, mais on va en parler les jours, les semaines et les mois qui suivent. Maintenant, est-ce que la société civile a été consultée? Bien sûr que oui, la société civile a été consultée. Pas seulement la société civile, mais la majorité des entreprises occidentales et américaines qui étaient concernées par l'exploitation des matières premières qui se trouvaient dans la région des Kivu, région qui est concernée par le conflit qui dure depuis 30 ans. Et l'une des sociétés civiles phares qui a été consultée dans le cadre de ce cadre d'intégration économique régionale, c'est la Fondation Panzi. J'ai participé moi-même aux discussions. Il y avait Global Witness, il y avait Human Rights Watch, il y avait The Sentry, des organisations de la société civile qui ont toujours eu un regard très critique par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays et qui ont emmené au fait leurs remarques pour que ce cadre d'intégration régionale économique se fasse d'une manière transparente où les choses ne pourront plus échapper au fait aux populations locales. Et je dois préciser une dernière chose, c'est que ce cadre d'intégration économique régionale ne peut entrer en vigueur que s'il y a un retour total de la paix dans nos régions. Jean-Baptiste Kassekwa, nous allons commencer avec vous. C'est tour des tables, une table imaginaire sur cette question. Nous allons être le plus bref possible. Nous avons pris déjà beaucoup de temps. On aura le temps de revenir en long et en large sur cet accord économique stratégique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Sommairement, quelle impression vous avez après la signature de cet accord stratégique, cet accord économique stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique? Deux sentiments ou deux constats. Le premier, nous avons tout donné aux États-Unis. Lisez l'article 4 où il est fait mention de ce qu'ils appellent les réserves d'actifs stratégiques. La RDC va remettre la liste déjà d'ici les 4 janvier, dans les 30 jours. Et pour tous les gisements contenus dans cette réserve stratégique, il est dit que la RDC donne aux ressortissants américains le droit de première offre durant 9 mois. Les ressortissants américains sont les seuls à soumissionner au marché de cette réserve stratégique. Et même les ressortissants congolais ne peuvent être admis à soumissionner que si au bout de 9 mois, il n'y a pas un Américain auquel on aura attribué le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? 9 mois durant, il n'y a pas de compétition internationale. Ce sont les Américains seuls qui sont en mesure de trouver des arrangements entre eux. Bref, pour moi, cet accord-là, on a tout donné aux Américains. Deuxième sentiment, la contrepartie sécuritaire. J'ai suivi le gouverneur de la Banque centrale dire le cadre d'intégration économique régionale ne sera mis en œuvre que s'il y a des avancées
significative sur le plan de la sécurité. C'est ce que je disais auparavant. On nous a floués parce que l'article 16 de cet accord qui est entre mes mains dit que, je suis là, la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la disponibilité des fonds. C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai, les cadres d'intégration économique régionale ne seront pas mis en œuvre tant qu'il n'y a pas d'avancée, mais dans l'entretemps, déjà dès à présent, l'accord de partenariat stratégique RDC-États-Unis, RDC-Rwanda, les deux accords entrent en vigueur aussitôt que les fonds sont disponibles. Du coup, on a contourné la conditionnalité que nous avons placée dans le fameux cadre d'intégration économique régionale. En tant que républicain, si vous aviez une idée à donner pour que l'accord s'améliore, ça aurait été quoi? La première, pour jouer à la transparence, il aurait fallu, avant même que le chef de l'État ne l'entérine, solliciter les conseils des députés, des sénateurs, pour qu'ils apportent les amendements. Ils ont les contrôles à 95% du Parlement. De quoi ont-ils peur? Qu'est-ce qu'ils cachent aux Congolais? Non, mais vous parlez de la ratification? L'entérinement aux États-Unis. C'est entériner le cas. D'ailleurs, le partenariat... Vous auriez voulu que les débats aient d'abord lieu au Parlement avant l'entérinement. Tu sais que même le pays, l'agresseur, a été plus orthodoxe que nous. Le Conseil des ministres a statué sur l'accord de Washington. Le Parlement a statué. De quoi avions-nous peur? Non, mais vous ne pensez pas que c'est maintenant que l'accord va aller au Parlement pour être ratifié? Mon frère, j'étais à l'Assemblée nationale lorsque la loi de ratification de l'adhésion à l'EAC est passée sans débat. Et ici, ils sont mis devant un fait accompli. Désolé, je n'ai rien contre eux, mais on a placé la charrue. Devant c'est votre appréciation des choses et vous en êtes totalement libre. L'honorable Carly Ndanzu Kasivita, ici, je ne pense pas qu'il partage votre point de vue. L'accord de Washington a été signé, on l'a expliqué tout à l'heure, et le gouverneur de la Banque centrale nuance un tout petit peu, il parle de l'accord du cadre d'intégration régionale économique qui dit corriger des erreurs du passé et puis un accord bilatéral entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Deux accords, deux cadres de coopération qui, de mon point de vue, risquent de prêter à confusion ou de gêner en réalité la mise en œuvre de ces deux cadres de coopération sur le terrain, ou alors facilite la confusion qu'il y a entre l'exploitation réelle de nos ressources minières. Personnellement, je n'ai pas la même lecture que mon frère Kasekwa, parce qu'en fait, on ne peut pas réduire l'accord d'intégration économique régionale à la seule exploitation minière. Il faut déjà partir des faits naturels. Qui oublie, moi et Kasekwa, nous connaissons qu'il y a le gaz méthane dans le lac Kivu, parce que nous vivons à Goma avec lui. Il sait que nous partageons le parc avec le Rwanda, il sait que nous avons le pétrole dans les rifts albertines, que nous partageons avec l'Ouganda. Il sait que nous avons la Ruzizi avec le Burundi et le Rwanda. Et quand vous lisez l'accord d'intégration économique, on a souligné ces questions d'abord économiques, mais aussi l'industrialisation du secteur minier. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que nous avons tous la peur, évidemment, de voir comme font les Chinois. Et je me souviens à l'époque, quand j'étais au gouvernement provincial, quand on avait sensibilisé la population de Walikale de soutenir l'implantation, d'accompagner l'implantation d'Alphamine, évidemment, les réseaux de mafieux étaient hésitants parce qu'en fait, ils se faisaient beaucoup d'argent dans le cadre de la fraude minière. Moi, je pense qu'il faut aller vers là. L'industrialisation de ce secteur minier, ça va plus procurer non seulement à l'État congolais, mais aussi ça va donner de l'emploi aux Congolais et il faut y travailler. Effectivement, la peur est là parce qu'en fait,
nous n'avons pas peut-être l'expérience voulue pour travailler avec les grands mining comme les États-Unis, on a peur. Mais c'est à nous de renforcer nos capacités. De capitaliser les opportunités que cela offre. Mais la chaîne de la valeur sur le minerai, même si on ne signe pas les accords, qui peut amener un conteneur de minerais qui quitte Goma et qui ne va pas passer par le Rwanda, qui ne va pas passer par l'Ouganda, qui ne va pas passer par la Tanzanie. Et donc, nous devons être réalistes. Quand on parle de la chaîne de valeur sur le minerai, c'est tout ça. Qu'on le veuille ou pas, un transporteur rwandais, kenyan, va transporter ces minerais. Et nous allons prélever des taxes sur ces minerais. C'est bien dit. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte parce que c'est la réalité vécue de la population dans cette partie de la République. Henri Pacifique, nous allons terminer avec vous. Est-ce que les retombées économiques de ces accords vont enfin rassurer les populations et les populations vont tirer des dividendes d'être sur une terre au sous-sol assez riche? Dans la théorie telle que c'est présenté, je dirais oui, mais dans la pratique, je dirais non. Parce que, comme le dit le gouverneur Carly, l'industrialisation de ces secteurs-là remportera beaucoup plus que de rester éternellement dans l'artisanal qui bénéficie malencontreusement à un réseau de mafieux et le pays perd beaucoup. Mais dans l'entretemps, tel que se présentait, pour moi, mon analyse, c'est que c'est une guerre géostratégique entre les États-Unis et la Chine sur laquelle le Congo ne gagne rien et le Congo ne représente que le terrain de bataille. Je m'explique. L'explication du gouverneur de la banque, je trouve assez réductionniste. Pourquoi? Parce que déjà, le minerai de conflit, c'est une façon très réductionniste de présenter le conflit congolais. Donc, on ne peut pas juste être campé. Et aussi, comme le disait le gouverneur Karel, il ne s'agit pas que de mines. Mais lorsque vous regardez la proportion, l'accord fait combien de fois allusion au développement du Grand Inga, par exemple? L'accord fait allusion aux investissements dans le cadre du tourisme, qui existait déjà à l'époque parce qu'il y avait des mécanismes. L'accord entre les États-Unis et l'accord bilatéral entre les États-Unis et la RDC fait allusion au Grand Inga. Exactement, mais à quelle proportion? Et c'est ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque vous regardez, quand on parle du développement Grand Inga, on présente une intention, les incentives, encourager les investissements à venir. Mais lorsqu'on va sur le dossier mine, il y a un cas récent avec la mine de Mutoshi, la mine de cuivre et cobalt de Mutoshi. Le Congo a naïvement cru que les Américains empêchaient les Chinois à accéder à cette mine parce que les investissements américains allaient suivre. On a tous vu comment est-ce qu'on était en effervescence ici. Mais non! Tout ce que veulent les Américains, c'est bloquer la chaîne d'approvisionnement des Chinois parce que, comme le disait le gouverneur de la banque, à l'aube de la guerre froide, c'était la course contre l'armement stratégique. Aujourd'hui, c'est la transition écologique. Et le Congo dispose de ses réserves. Et qu'est-ce que nous avons signé? Nous avons rassuré aux Américains que la Chine n'allait pas continuer à prospérer. Mais dans l'entretemps, combien de travailleurs congolais étaient dans la mine de Mutoshi qui aujourd'hui est aux arrêts, au fait? Parce qu'après, il va y avoir toute la régulation américaine sur le Congo ne présente pas un environnement sain d'investissement, blablabla, et tout cela. La Chine, elle est OK, parce que, regardez, la seule grande entreprise, le Freeport-McMoRan, c'est la seule plus grande entreprise américaine qui a fait des investissements colossaux en RDC. Et depuis 2016, ils ont vendu à Teke Fungurume. Et aujourd'hui, sur les 10 géants, vous avez 6 qui sont chinois, les autres kazakhs, canadiens et je ne sais pas quoi. Les Américains, c'est peut-être 25, quand vous allez sur le site de l'ambassade des États-Unis, c'est 25 entreprises qui ne pèsent pas si grand. Ce n'est pas des milliers de boulots congolais dont on parle ici. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a encore lieu de regarder et recentrer les intérêts congolais. Parce qu'ici,
On a un Donald Trump imprévisible et très transactionnel qui, pour lui, America First, c'est vraiment America First. Donc, pour lui, il sait que les Chinois ont déjà sécurisé. Il faut limiter l'approvisionnement des Chinois. Et quand on parle de l'extraction sur Lobito, ce n'est pas du développement, ce n'est pas un enrichissement de la chaîne de valeur. C'est du brut encore qui serait en train de sortir. Donc, autant que les Chinois le font, les Américains aussi le feront. Et ça nous ramène sur la question de quelle sera maintenant la volonté des Américains à continuer d'engager sur le volet paix. Parce qu'après, on n'aura pas le RIEF, parce que sur le RIEF, effectivement, il y a cette conditionnalité. Mais sur l'accord bilatéral stratégique, il n'y a pas de conditionnalité. Et donc, si demain les Américains ont les 100 peu investis, il ne faudrait pas être surpris. Voilà, donc Henri Pacifique, cette question de l'accord RDC-États-Unis suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de peur aussi, comme l'honorable Carly Nzanzu-Kasivita l'a dit, mais beaucoup de pessimisme aussi, comme Jean-Baptiste Kassekwa l'a démontré tout à l'heure. Nous aurons le temps de revenir en profondeur sur ces accords, peut-être avec les mêmes invités ou avec d'autres, mais question pour nous de donner aux téléspectateurs, mais surtout au peuple du Kivu, l'information la bonne sur ce qui se passe ou ce que contient ces accords. Nous allons boucler cette émission, mais avec ces propos du ministre de la Communication et Médias sur le poison rwandais. Nous, Congolais, soyons vigilants. Et je pense même qu'il faut aller jusqu'à dénoncer les comptes qui partagent les messages de nos agresseurs. Nous devons, nous, être en mesure de partager les messages positifs, les messages d'encouragement, parce que comme nous le disons, nous sommes dans une guerre, il y a évidemment de batailles que nous pouvons perdre, mais cette guerre, nous allons la gagner. Et la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui nous agressent, c'est la réponse de l'unité. Et donc, lorsqu'on veut être patriote dans ces contextes, nous ne devons pas laisser le moindre espace à ceux qui sont complices. Ça veut dire que ces compatriotes qui parfois volontairement partagent le poison rwandais. C'est ce qui fait la force de l'armée numérique rwandaise. Le jour où tous les Congolais, nous allons décider, quel que soit notre positionnement politique, de ne plus relayer les messages qui viennent de comptes que nous avons déjà du reste identifiés, qui ne propagent que le mensonge, je pense que ces jours-là, nous aurons réalisé que nous avons fait d'énormes progrès et c'est pourquoi le président Kagame a perdu complètement sa sérénité. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. En tout cas, merci à Jean-Baptiste Kassekwa, député honoraire, pour être venu et avoir répondu à notre invitation de Kivu Nabiso. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue des uns et des autres de la société civile, comme Henri Pacifique l'a fait tout à l'heure. Merci Henri d'être venu. Et merci à Carly Nzanzu-Kasivita, honorable député, élu du Nord Kivu. Merci d'être venu. Nous aurons le temps, justement, comme je vous le disais, de revenir sur ces questions. Il est tout à fait normal que les points de vue divergent, mais c'est là à l'avantage de donner à ceux qui ont la décision à prendre, de la prendre beaucoup plus éclairée et essayons de rencontrer les points de vue des uns et des autres. Kivu Nabiso, c'est terminé pour ce soir. Vous suivez Kivu Nabiso sur la radio-télévision nationale congolaise, mais vous pouvez aussi suivre Kivu Nabiso sur d'autres plateformes. Merci, mais en tout cas, l'engagement reste le même. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.